fermez les yeux et écoutez. Le jazz, quelle merveilleuse musique, souple et rythmée, aérienne et grave, douce et scandaleuse. Un son vivant, chaud et métissé. L'illustration idéale de ce que l'humanité fait de mieux en donnant et échangeant. Issu du croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne, le jazz est un genre qui en regroupe 100 autres. Son origine est le mélange de la forte tradition musicale des esclaves noirs africains débarqués en Amérique du Nord au début du 19e siècle avec les instruments européens dont ils apprirent à se servir. Et puis, au cours de son évolution, le jazz a su intégrer de nombreuses influences, comme la musique latine et le hard rock, pour ne citer que cela. L'homme donne et échange depuis qu'il est homme. Rappelez-vous l'anthropologie du don, mise en lumière par Marcel Mauss. Cette triple obligation de donner, recevoir et rendre qui caractérise les sociétés primitives. L'homme est un être de relation, c'est l'une des sources de sa joie. Cette ferveur d'exister se traduit par une curiosité, des engagements, un appétit de vie qui l'entraîne parfois au-delà de ses limites. L'humanité est en perpétuelle interdépendance. L'usage de notre liberté, les engagements que nous prenons ne sont pas qu'individuels. Ils peuvent impacter de plein fouet l'histoire de l'humanité. Qu'en faisons-nous ? L'homme est un animal social, ça veut dire que, on l'a vu à plusieurs reprises, un individu ne peut pas vivre tout seul. Non seulement parce qu'il dépend des autres pour survivre, mais aussi parce qu'une partie de son activité intellectuelle, bien sûr affective, spirituelle, dépendent de la relation aux autres. Ce sont les autres qui lui permettent de s'épanouir en tant qu'être humain. Donc l'homme est un animal social. Ce qui signifie que pour qu'il y ait homme, il faut qu'il y ait société. Et la question que l'on se pose depuis des milliers d'années, c'est de savoir comment se fonde une société. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains restent ensemble, produisent une société qui permet l'épanouissement de chacun et qui permet de recevoir chacun. Il y a eu l'ensemble des anthropologues et des spécialistes des sciences politiques sont unanimes pour dire que ce qui fait société, c'est la circulation des choses entre les êtres humains. Pour qu'une société existe, il faut que, non pas que chacun reste dans son île déserte, dans son quant à soi, comme un Robinson Crusoe qui posséderait tout, mais qu'on puisse communiquer en échangeant des choses, que ce soit des objets, que ce soit des services, que ce soit des informations, mais c'est l'échange qui fait la société. Alors, du coup, on peut caractériser une société selon la façon dont les choses circulent. Un très grand anthropologue, enfin plutôt un très grand sociologue qui s'appelait Marcel Mauss, a montré que dans toutes les sociétés primitives, il y a une forme de circulation des objets selon 3 temps, toujours les mêmes: donner, recevoir, rendre. Je donne, et je suis dans l'obligation de donner pour faire partie de la société, de donner quelque chose, alors que ce soit de donner pour entrer en relation avec une personne, pour l'accueillir, je lui donne quelque chose. Donner un enfant pour entrer en relation avec notre famille, donner des guerriers pour entrer en relation avec un autre clan. Donc donner, recevoir, on est aussi dans l'obligation de recevoir, parce qu'un cadeau qui ne serait pas reçu exclurait le donateur et serait extrêmement injurieux, et rendre. Dès lors que j'ai reçu et accepté, je suis dans l'obligation de rendre. Donner, recevoir, rendre. Ce qui est important, c'est que c'est une obligation. Et les sociétés primitives
fonctionne de cette façon. Vous allez, pas primitif, il ne faut pas entendre quelque chose de négatif. Hein. C'est ce qu'il y a de primitif dans nos sociétés, de premier dans nos sociétés, fonctionne de cette façon. Vous allez par exemple dans certaines sociétés africaines où le fait de donner lorsqu'on accueille un étranger est extrêmement important. On commence par vous donner des choses et si vous ne recevez pas ce qui vous est donné, c'est extrêmement insultant. Donc il faut accepter et rendre au coup suivant, vous-même en invitant ou en donnant quelque chose en échange. Et donc Moss montre que c'est vrai depuis la Polynésie, où il a travaillé sur la Mélanésie, la Polynésie jusqu'au Canada, on trouve partout la même structure. Cette structure de l'obligation de donner, recevoir, rendre, qui trame l'essentiel des relations sociales et qui fait donc qu'une société existe par cette circulation des objets. Et du coup, l'échange marchand, le fait de donner de l'argent en échange de quelque chose, c'est très marginal dans ces sociétés. Ça sert essentiellement à entrer en relation avec des étrangers, des sociétés étrangères qui n'ont pas les mêmes codes, et donc on ne sait pas quoi donner, et donc on va passer par le truchement de l'argent. Ça reste très marginal. Ces sociétés vivent, sinon en autarcie, en tout cas de manière confinée, et donc font circuler les objets entre eux par cette triple obligation. Ça, c'est le grand moment qui va durer l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Deuxième moment important, en Occident, c'est l'apparition du christianisme. Le christianisme va introduire une nouvelle dimension anthropologique dans cette logique du donner, recevoir, rendre. Plus exactement, il va changer la logique primitive, donner, recevoir, rendre, en une nouvelle logique, recevoir, donner, pardonner. Alors, la grande révolution chrétienne, la première révolution chrétienne, c'est de partir du recevoir. C'est parce que j'ai reçu que je peux donner. Et tant que je n'ai pas conscience d'avoir reçu, d'être dépendant de celui qui me donne, humblement dépendant de celui qui me donne, alors je ne peux pas vraiment donner. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que n'ai-je que je n'ai reçu? Ce sont des textes bien connus du Nouveau Testament. Ça, c'est la première révolution chrétienne. On part du recevoir pour pouvoir donner. Deuxième révolution, donner, recevoir, pardonner. C'est quoi pardonner? De la même façon que recevoir, c'est être en dette, considérer que je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Pardonner, c'est pouvoir arrêter une dette. Tu m'as blessé, je pourrais te demander de compenser, et par le pardon, je coupe la dette. Donc vous voyez que c'est une vraie révolution, ce moment chrétien, le donner, recevoir, rendre, remplacé par le recevoir, donner, pardonner, inaugure une nouvelle façon de comprendre la société, et notamment fait émerger la notion de personne. Dans la période précédente, la personne, l'être humain est noyé dans le groupe. Il n'existe que par rapport au groupe. C'est encore le cas en Grèce, par exemple. Si on veut vraiment condamner quelqu'un, on l'exile. C'est pire que la mort, l'exil, parce que c'est sortir la personne du groupe, de la société, donc de la cité, et donc cette personne n'existe plus. C'est ce qui arrive à Oedipe lorsqu'il est chassé de Thèbes. Avec le moment chrétien, naît la notion de personne qui existe dans le groupe, mais indépendamment du groupe. Parce que quand elle se reçoit, la personne est unique. Et quand elle pardonne, elle a la capacité, en tant que personne, de pouvoir arrêter la dette. Donc il y a une vraie révolution anthropologique. Et donc cette société chrétienne, qui va durer au moins 1000 ans, en Occident, en Europe, c'est une société qui est fondée sur une autre logique que la logique primitive, et qui va mettre l'échange marchand, le marché, non pas à l'écart, mais qui va séparer la notion de marché de la notion de don que je viens de décrire. Cette société qui naît donc de cette anthropologie donc, réserve une part importante à la logique recevoir, donner, pardonner. C'est l'espace des vraies relations. Et puis une part aussi possible à l'échange marchand. Et l'échange marchand va se développer parallèlement, mais sans contamination, vous voyez, avec le monde du don. Il y a le grand espace du don, et il y aura l'espace du marchand qui va se développer. Troisième moment, à partir du XVe siècle en Occident, va émerger une nouvelle conception
de la société. Et on va se mettre à penser une société qui serait fondée sur la libre adhésion de chaque individu, qui seraient des personnes isolées les unes des autres et qui n'accepteraient d'être avec les autres que par pure volonté. C'est le grand mythe du contrat social, où la société est comme un contrat que l'on aurait signé entre nous et on serait d'accord pour fonder une famille, une société, tout devient contractuel. Ça, c'est la société individualiste, intégrale, qui commence donc à émerger à partir du XVe siècle. Alors, ce que j'appelle individualisme intégral, c'est cette société qui émerge en Occident à partir du XVe siècle et qui est fondée sur l'idée que l'individu, c'est la plus petite partie de la société. La plus petite partie de la société, dans les temps primitifs, c'est le clan. La plus petite partie de la société, pour les temps chrétiens, c'est la personne. Mais la personne est toujours reliée à un groupe. Vous êtes fils d'eux, vous êtes père d'eux, famille, etc. Donc vous êtes toujours dans un groupe familial. La personne, c'est toujours relié à un groupe. L'individu, c'est la notion née au XVe, XVIe siècle, c'est l'idée que la personne humaine peut représenter le monde entier. L'archétype, c'est Robinson Crusoe sur son île déserte. Et donc, on peut imaginer la société comme composée de particules élémentaires, comme le titre d'un célèbre roman qui fait référence directement à cette notion, de particules élémentaires qui sont des individus. Un individu, ça vient du latin individis, qui ne peut pas être divisé. C'est vraiment la particule élémentaire. En grec, individu se dit atomos, atome. C'est vraiment la particule élémentaire. Et donc, l'idée de l'individualisme intégral, c'est qu'à partir de cet individualisme élémentaire, on peut imaginer qu'il y a des interactions entre les particules et qui forment une société par la libre adhésion de chaque individu. Vous voyez, c'est une société très différente de la société pré-individualiste, par exemple la société chrétienne, dans laquelle la personne est toujours immergée dans un groupe, est toujours relative à un groupe, qui s'appelle une famille, qui s'appelle un métier, une corporation, une nation, un peuple, une histoire, une paroisse, évidemment, une religion. Mais je ne peux pas isoler une personne, comme ça, imaginer la personne toute seule, ça n'a aucun sens. Je peux, dans la période de l'individualisme intégral, penser l'individu tout seul. Et penser la société, finalement, comme une libre coordination d'individus. Et du coup, le don va être réinterprété par rapport au don chrétien qu'on a vu précédemment. Le don est vu comme une libre volonté du donateur de faire le don. Libre volonté du récipiendaire, de celui qui reçoit le don, d'accepter le don. En fait, je peux donner à un mendiant si je veux. Je n'ai aucune obligation de le faire, il n'y a pas un devoir d'aumône, je le fais parce que j'ai envie, je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas, et personne ne doit me culpabiliser. Mieux que ça, on va considérer que le don est pur, précisément parce qu'il est libre. Ce qui inverse totalement la logique précédente, que ce soit la logique primitive ou la logique chrétienne, puisque le don devient un acte de la pure liberté individuelle. Donc il devient très peu de choses, au fond. C'est pas le don qui va permettre de créer la société. Les objets ne vont pas circuler par des dons, puisqu'ils vont le faire en fonction de la volonté des acteurs. Ce qui va faire circuler les objets, ce qui va faire circuler les choses, c'est de plus en plus le marché. Donc cette société hyper individualiste, d'individualisme intégral, donc qui n'est au XVe siècle, qui se développe jusqu'à aujourd'hui, c'est une société dans laquelle l'individu va prendre sa place dans une supposée liberté de faire ce qu'il veut, mais en fait, la circulation, les relations interindividuelles sont de plus en plus essentiellement fondées sur le marché et aussi sur l'État, parce que l'État va capturer une partie des revenus des individus pour les reverser par la redistribution, les impôts, la redistribution, et donc cette société moderne est une société qui est à la fois une société du marché et de la puissance publique et de l'État. Voilà donc 3 étapes, vous voyez, qui construisent des sociétés, en tout cas la société occidentale. Une étape primitive qui se change autour de l'an 200, 300 en une étape chrétienne. Alors l'étape primitive, c'est donner, recevoir, rendre, et c'est ça qui fait la circulation. Puis l'étape chrétienne, c'est recevoir, donner, pardonner. C'est ça qui fait la circulation des objets à côté de la circulation marchande.
Et puis la circulation marchande va prendre de plus en plus importante et la part du don va devenir de plus en plus réduite. C'est l'émergence d'une société de l'individu. La personne, qui est toujours incluse dans un groupe, est remplacée par l'individu qui est supposé être isolé du groupe. Voilà donc une histoire rapide de ce qu'a été l'évolution de notre société occidentale à partir du partage. Le partage est toujours important, l'échange est toujours important, mais vous avez des sociétés de partage et de don, vous avez des sociétés où l'échange marchand est premier. J'ai nommé cette notion créolisation. Je définis une langue créole comme une langue qui se crée sur la base du rapport entre des éléments linguistiques d'origine absolument hétérogène, c'est-à-dire un lexique ou un vocabulaire et une grammaire, une syntaxe qui viennent pas du même endroit et qui par conséquent, en se mélangeant, produisent du nouveau. Je définis ça, c'est le créole comme cela, parce que si vous avez un créole qui est une déformation de l'anglais, ou si vous avez un créole qui est une déformation du français, pour moi, c'est pas un créole. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pas un créole parce qu'il n'y a pas cette symbiose d'éléments hétérogènes qui produit du nouveau. La créolisation n'est pas une propriété des sociétés créoles ou une exclusivité des sociétés créoles, c'est une caractéristique du monde actuel, mais seulement, et on peut même dire qu'il y a toujours eu créolisation. Mais on ne s'en apercevait pas, c'est ma thèse, parce que ça se passait sur des plages temporelles absolument infinies par rapport à la conscience qu'on en avait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les créolisations sont foudroyantes. Donc, et retentissent directement sur nous. Directement. Ce que je dis, c'est que on peut changer aujourd'hui sans cesser d'être soi-même. C'est ça? Qu'il n'y a pas de crainte de déperdition aujourd'hui dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est toute la simplicité à laquelle nous devrions pouvoir arriver, mais à laquelle nous n'arrivons pas parce que tout le monde recule, tout le monde dit « Ah non !» Si je change au contact de l'autre, ça veut dire que je suis perdu, je me suis perdu, je ne suis plus moi-même, etc., etc. Et tout le monde recule, n'est-ce pas? Et je dis que tant que nous n'aurons pas fait ce saut de l'imaginaire et de l'humain, quelque chose ne marchera pas dans le monde. Et qu'il faut faire ce saut-là. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les périphéries, au fond, qui sont les endroits faibles du point de vue de la puissance économique, politique, militaire, sociale, etc., sont de plus en plus des endroits forts du point de vue de l'imaginaire, et du point de vue de la conception du monde et du point de vue du vécu du monde. Je pense que de plus en plus les périphéries vont s'affirmer, non pas avec des puissances économiques et militaires, mais avec une présence de l'imaginaire, une présence de la créativité qui va de plus en plus faire disparaître la distance entre ce qu'on appelait un centre et des périphéries. On est sorti des combats du 19e ou du début du 20e qui étaient uniquement des combats politiques et économiques. Et on est entré dans une autre sorte de relation qui est la relation de la totalité monde. Et dans cette relation-là, il n'y a pas de centre. C'est plus vrai, ce n'est plus vrai, il n'y a plus de centre. Il y a des centres technologiques, parce que bon, on peut pas sans argent faire de la technologie, ça c'est sûr. Il y a des centres technologiques, il y a des centres militaires, parce qu'on peut pas sans argent produire des armes.
il y a des centres financiers, mais il n'y a plus la légitimité des centres intellectuels. C'est terminé. On a pris l'habitude de voir apparaître des créations de l'esprit partout dans le monde, et non pas seulement dans les centres. Et ce combat-là va changer la nature des rapports économiques, financiers, technologiques, etc. J'en suis persuadé. Et ça, c'est pas de l'utopie. Alors justement, je vais vous parler d'argent, car l'échange, ça a bien un moment, et le don au courant, bien sûr. Pensez-y.